Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Chanel, bienvenue à What Moves You. Je suis vraiment excitée de t'avoir devant moi. Il me semble que ça fait longtemps que là, on attend, puis je sais que ça s'en vient. Fait vraiment, merci d'être là. Puis pour ceux qui vont te rencontrer pour la première fois aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner un petit avant-goût de t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Ben merci de me recevoir. Je me sens très professionnelle. Je suis la fondatrice d'Activité Physique. Il y en a peut-être qui m'ont rencontrée sous le lancement de cette même compagnie qui avait un autre nom il y a bientôt 4 ans, qui était ACT. On pourra peut-être parler un petit peu plus loin dans la conversation de ce fameux changement de nom. Donc voilà, je suis la fondatrice et à la tête de Activité Physique depuis bientôt 4 ans. C'est malade. Puis là, ça fait 4 ans, les gens voient pas le produit fini, mais un produit bien développé, bien avancé. Tu as eu le temps de grandir là-dedans, de vraiment définir c'est quoi que tu offrais comme service. Fait qu'Activité Physique, à la base, c'est quoi? C'est quoi tu offres aux gens? C'est une plateforme d'entraînement multidisciplinaire qui offre une façon de s'entraîner qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on offre des intensités différentes, des disciplines différentes, à des niveaux différents et tout était préenregistré pour donner la chance à tout le monde de pouvoir s'entraîner au moment optimal pour lui ou elle. Donc, de façon très basique, c'est ça. Parfait. Puis, ce goût pour toi là, de créer quelque chose comme ça, c'est parti de où? C'est quelque chose que ça fait des années que tu mijotes? Est-ce que c'est comme venu sur le fly? Qu'est-ce qui a amené ce... C'est venu quand même sur le fly, puis ça s'est fait assez rapidement. J'hésite à dire ma vie d'avant, mais je vais dire ma vie parallèle parce que je la vis encore. C'est un métier de styliste. Donc, je viens pas du mouvement. Le mouvement fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai joué au basket toute mon adolescence. J'ai toujours aimé m'entraîner. Mais en vieillissant, le mouvement est devenu un peu plus au second plan. J'ai une super belle carrière en mode que j'aime et pas très originale, mais pendant la pandémie. J'ai, comme plusieurs personnes, réfléchi à la façon dont je voulais peut-être me redéfinir, ne sachant pas à ce moment-là qu'est-ce qui allait devenir mon métier de styliste également. À cette période-là de ma vie, je venais de terminer mes premiers triathlons. J'avais trippé fort dans cette discipline-là, puis j'ai beaucoup reconnecté avec moi et avec l'entraînement à cette période-là. J'avais aussi tombé beaucoup en amour j'étais aussi beaucoup tombée en amour avec le yoga. Donc, il y avait comme beaucoup de choses dans l'entraînement puis dans le mouvement qui se passaient, mais toujours en tant que consommateur. Et pendant la pandémie, je voulais continuer à bouger. Je ne trouvais pas de façon qui était en français, qui offrait tout ce que je voulais faire. Et aussi dans un contexte qui me ressemblait. Je trouvais qu'il y avait des offres, certes, mais j'avais l'impression qu'on parlait pas mon langage. Donc, pendant la pandémie, j'ai réfléchi à ça, puis ça a plus été comme un eureka, genre, j'ai cette idée-là, on l'a fait. Puis je l'ai fait assez rapidement. Ça a pris 6 mois entre le temps où j'ai eu l'idée, je l'ai montée, j'ai contacté les professeurs que j'ai voulu avoir sur la plateforme. Les gens ont embarqué, puis ça, j'en suis encore tellement reconnaissante. Puis, disons que j'avais commencé à y penser au mois de mars-avril. J'ai commencé les tournages en septembre, puis j'ai lancé en janvier. Fait que ça a été, somme toute, assez rapide. Par contre, propulsé beaucoup par l'expérience que j'avais en production. Pour moi, être derrière la caméra, c'était un shooting, c'était un tournage, quelque chose que je connaissais. Donc, j'avais comme quand même ça entre les mains. Qui a fait que j'ai pu bouger vite, je pense. OK. Puis là, ton parcours, ton expérience en production, c'est venu à cause de la carrière de styliste ou c'est venu ailleurs? À cause de la carrière de styliste, parce que j'ai fait beaucoup de tournages publicitaires. J'étais jamais à la tête de la production, mais j'avais organisé des
projets de plus petite envergure, mais j'avais participé à des projets de très grande envergure, donc je savais pas mal comment ça fonctionnait. Entre-temps, pendant la pandémie toujours, j'avais fini mes formations de professeur de yoga. J'avais approché les personnes clés que je voulais comme coach ou enseignant sur la plateforme. 98% des gens ont accepté, donc ça a propulsé le tout assez rapidement parce qu'il faut savoir que je ne suis pas un enseignant sur la plateforme. Je n'ai jamais eu l'intention de l'être. Je mets pas de côté que je le serai jamais, peut-être un jour, mais je pense que mon rôle et la façon dont je me voyais là-dedans, c'était vraiment de chapeauter le produit, le projet, de le faire rouler, mais en mettant de l'avant la compétence des entraîneurs que j'ai recrutés. Non, absolument. Puis je pense que ça doit être une des choses qui te met à part de les autres parce que souvent, tu vois dans des plateformes semblables, que ce soit anglais, pas tout à fait pareil, mais semblable, c'est la chef d'équipe, la gérante du projet absolument qui pas est la derrière. star de ce projet-là. Ma place préférée, c'est la place que tu occupes, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu. Je pense que j'ai des bonnes compétences là-dedans et je pense que ça me garde saine d'esprit de pas être devant la caméra. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Et moi, j'ai l'impression que j'ai un meilleur équilibre en étant derrière. Puis ça, on va tellement embarquer là-dedans parce qu'on veut pas, on en voit de plus en plus des entrepreneurs. Puis je trouve ça vraiment hot que tu as été capable d'aller jumeler des intérêts, des passions sans trop te perdre là-dedans parce que ça fait partie du monde d'entrepreneur que c'est all-consuming parce que tu es passionné, mais ça a aussi son côté noir. Là, je voulais revenir un peu à le développement du projet. Fait que là, tu as eu ton expérience en production, en styliste, tout ça. L'idée t'est venue en tête. Ça a été quoi, si tu es capable de t'en souvenir? Là, je te ramène un peu quand même dans le temps. Vraiment, les étapes concrètes pour créer une plateforme comme ça, je pense que je t'en vois ou tu vois des gens qui créent des projets, mais c'est quoi? Comment tu as fait, right? Je vais te parler de mon propre cheminement parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de chemins que d'entrepreneurs. J'ai bâti ma grande idée, mais parallèlement à ça, j'ai un mari qui est entrepreneur, des amis qui sont aussi entrepreneurs. Donc là, j'avais une idée. Moi, je suis plus du côté créatif de l'entrepreneuriat et moins du côté business. Et là, on m'a dit, il te faut un why, mais pourquoi tu fais ça? Puis j'étais comme, ben là... Parce que je veux une plateforme qui me ressemble, qui offre tout. Puis là, on m'a drillé pendant quand même quelques semaines à trouve ton positionnement, trouve ton why, ta différenciation. Fait que là, une fois que j'ai réussi à mettre en mots, puis honnêtement, 4 ans plus tard, c'est encore dur pour moi quand on me dit c'est quoi ton why, puis là, je suis posée de répondre en X nombre de mots, mais j'ai le goût dans le fond d'ouvrir un roman, puis de tout expliquer. Donc ça, j'ai réussi à le faire sur papier, là, monter mon business plan 101. Après, j'ai monté des mood boards sur qu'est-ce que je voulais comme contenu et aussi qu'est-ce que je voulais comme contenant. Et on était encore, donc, pendant ce temps-là, dans la pandémie, assez confinés. Mon condo est devenu un mood board. Toutes les murs étaient remplis de photos. Oh my gosh! J'avais fait imprimer, puis ça, je lève encore une fois mon chapeau à mon mari qui m'a dit « Mets ça sur les murs, tu vas mieux voir, tu vas mieux te comprendre. » On va faire imprimer ton Pinterest. Fait que puis en même temps, ça, c'est la partie que j'adore, que j'aime, c'est la partie créative. Fait que j'étais allée chercher des photos, j'ai fait des mood boards, on a tout imprimé, on a mis ça au mur. Puis j'ai joué avec ça pendant un petit bout. Jusqu'à temps que j'ai une idée assez définie de ce que je voulais. J'ai même fait imprimer, je dois avoir des photos de ça, des photos des profs que je voyais sur la plateforme. Ouais. Alors, avant même de les connaître, elles étaient leur petite face taguée dans mon salon. C'est creepy. Mais c'est vraiment une façon de bien visualiser. Puis en faisant ce tableau-là, cette démarche-là, je me suis aussi assurée que j'avais des profils différents, des compétences différentes. Donc, ça, c'est vraiment toute la partie de mise en place. Ensuite, il me fallait un branding.
Je suis quelqu'un qui est très sensible à ça, donc j'ai peut-être mis, je veux dire, plus de sous ou d'efforts, entre guillemets, que la normale pour le branding. J'ai approché une agence qui est de Québec, qui s'appelle Garden, parce que j'avais travaillé avec la directrice artistique sur des projets de stylisme back then, qui s'appelle Stéphanie Martel. Et je lui ai parlé de mon petit projet, genre j'aurais besoin d'aide, j'ai pas beaucoup de sous, mais it's a passion project. Ouais. Je pense qu'on peut faire quelque chose de beau. Est-ce que ça vous allume de m'aider là-dedans? Ils étaient 3 associés à ce moment-là, puis ils ont embarqué, puis ils m'ont aidé à gentils frais de start-up. Donc ça a été aussi un beau milestone parce que tout ce que j'avais dans ma tête, toutes les idées que j'avais rassemblées ont pu se concrétiser en un nom et une image de marque. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment, j'avais pas de nom. Ouais. Je suis super poche à ces affaires-là, genre trouver un nom, kill me. Et tous les noms que j'avais étaient anglais. Là, on me disait non, ta plateforme est francophone, il te faut un mot en français. Moi, j'ai pas suivi cette règle-là. Je pense que c'est obligatoire, honnêtement, avec le recul. Mais on a pris la décision de trouver des mots en français. Puis c'est vraiment avec l'aide de Garden qu'on a pu monter cette première ADN-là, qui est devenue ACT, qui était un nom au début que je n'aimais même pas tant que ça. Là, je me le suis dit pendant au moins 3 semaines. ACT, ACT, là, je me le répétais. Et ACT venait du fait de mettre ensemble l'idée de passer à l'acte. OK. Parce que c'est ce que je voulais que le projet soit, une espèce de ignite. Vas-y, c'est le temps de faire une action. C'est pas demain, puis demain, ça va être après-demain. Alors, go! Et ça vient aussi mélanger le côté culturel et artistique que je voulais qu'il fasse partie du projet, qui est un acte en théâtre, en ballet. Donc, ça a été un peu l'idée, mais tu sais, au début, tu fais tâter le terrain aux gens autour de toi. Aimez-vous ce nom-là? Aimez-vous mieux celui-là? Puis tu reçois toutes sortes de commentaires. Puis au début, il y a des gens qui étaient comme « Arc, c'est dégueulasse, on dirait acné. » J'ai reçu tout plein de commentaires. Puis là, j'étais genre « Qu'est-ce que je fais? » Et finalement, c'est Acte qui l'a emporté. On a lancé comme ça. C'est un nom qui est encore très cher à mon cœur. Tu sais, on l'a changé en janvier dernier. On pourrait encore une fois en reparler. Mais je l'appelle encore Acte des fois, sans m'en rendre compte. Puis à un moment donné, c'est aussi tellement de prise de conscience en tant que jeune entrepreneur. Toutes les choses que tu penses qui vont être donc bien importantes sont pas si importantes que ça. Honnêtement, j'aurais pu m'appeler n'importe quoi. Au final, quand le message... Oui, c'est comme quand le contenu est là, le message est là, l'image de marque est là, j'aurais pu m'appeler XYZ, c'est correct, tout le monde va aimer ça au final, dans le fond, tu sais. Fait que de pas trop s'accrocher les pieds, genre de choses qui, moi, m'obsédaient. Je passais des heures à tourner ça de tous les bords. Donc, je prends un peu le champ là, de ta question, mais on revient au fait que je suis à peu près rendue au mois de juin. J'ai un nom, une identité. En juillet, j'ai commencé à appeler mon Dream Team de prof. La vérité, si le Dream Team n'embarquait pas, je ne partais pas ce projet-là. Point barre. Puis je le dis encore aujourd'hui avec tout mon amour, c'est un projet qui est supporté par les coachs qui sont sur la plateforme. Il n'y a pas ces coachs-là, il n'y a pas de projet. Ça m'intimide pas du tout de le dire. Et je n'aurais pas fait le projet sans eux et ou avec n'importe qui. La compétence des enseignants était un des moteurs de base du projet. Et ils ont, honnêtement, à part une personne qui avait un conflit simplement d'horaire, ils ont tous embarqué. Et je ne les connaissais pas. Puis là, je pose une autre question, là, je nous amène, mais c'est quoi que tu cherchais en tant que coach? Parce que, en voulant dire, il y a tellement de coachs, right? Everyone and their mom fait ça. Tout le monde est prof de yoga, prof de pilates, tout ça. C'est quoi que tu recherchais? Fait qu'en même temps, ça va te permettre d'expliquer c'est quoi que tu as sur ta plateforme qui y aura peut-être pas ailleurs. Oui. La compétence et la pertinence des professeurs
non pas uniquement dans leur savoir, mais dans la façon de le transmettre, était primordial et crucial. Je désirais, et c'est encore hyper important à ce jour, que tu puisses faire ton entraînement sans regarder l'écran. Ouais. Quasi comme si on était avec toi, quasi comme si les ajustements qu'on proposait étaient basés sur ton besoin. Et c'est encore ce que je me fais dire beaucoup des abonnés. À chaque fois qu'on a un cadre d'alignement, c'est comme si la personne nous voyait. Puis ça veut simplement dire que c'est souvent les mêmes erreurs d'alignement qu'on fait quand on s'entraîne, puis c'est vraiment correct. Mais c'est d'être sensible à tout ce qui peut faire qu'un entraînement devient optimal. Donc ça, c'était la base pour les professeurs. Ensuite, je voulais des personnalités variées, je voulais des gens qui apportaient un bagage et des gens qui en ont fait leur vie. Parce que beaucoup de coachs, puis j'enlève rien à ceux qui font ça et je comprends pourquoi, qui font ça sideline. Ça m'importait beaucoup que les coachs sur activité physique aient décidé que ce soit leur passion de vie. Ouais. Et je pense que ça fait une grande différence qu'on les voit à l'écran. C'est sûr. Puis vois-tu, tu viens de dire plein de choses que avant, j'y avais pas pensé. Puis là, maintenant que tu me le dis, parce que je fais partie de pas celle-là, mais d'autres plateformes que j'ai essayées, puis que hey, t'as tellement raison. Genre, c'est pas quelque chose qu'on y pense pas, mais c'est tellement important. Il y a rien de plus plate. Puis, je voulais pas juste une plateforme avec des coachs cheerleaders. Pas juste quelqu'un qui t'encourage. Faut quelqu'un qui t'aide à mieux comprendre ton corps. Puis, ça fait aussi partie, dans ta question précédente, tu demandais c'était quoi les fondements de ce projet-là, d'être capable de connecter avec ton corps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas leur corps. Absolument. Et ce type d'enseignement-là permet de connecter non seulement à ton ressenti, mais aussi physiquement à ton positionnement dans l'espace, ta proprioception. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je pense que les gens découvrent beaucoup chez nous. Une façon d'enseigner le mouvement qu'ils n'ont peut-être pas expérimenté ailleurs. Non, c'est super cool. Puis là, tu me donnes le goût, là. Je vais aller voir tout ça. Mais pour revenir à ma question de base, fait que là, on est rendu à l'étape où que tu as rassemblé les coachs. Ils m'ont dit oui. On a commencé à tourner fin août, début septembre. On avait un plan de match pour préenregistrer 75 entraînements avant le mois de janvier qui était pour le lancement. Puis, on a fait ça tout l'automne. En janvier, on a lancé avec une petite équipe marketing qui nous a aidés en relations publiques. Je salue ici, qui s'appelait pas Oui l'agence à ce moment-là, mais Léonie qui m'avait donné un petit coup de main pour commencer lorsqu'on a lancé. Puis, ça s'est fait un peu comme ça, dans le sens où je pense qu'on veut, quand on lance des projets, du moins moi, je suis assez perfectionniste. C'est comme si j'avais attendu, puis c'est encore quelque chose que je me répète, que tout soit parfait, je l'aurais pas fait, il serait même pas lancé encore. Non, je comprends. Puis les gens étaient comme, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles, sinon tu y iras jamais. Et le projet continue d'évoluer de plein de façons encore et de devenir meilleur au fur et à mesure que le temps passe. Puis je trouve ça vraiment inspirant, puis ça, je pense que tu aurais pu le répéter une deuxième fois parce je pense qu'on est toutes dans ce bateau-là de se dire mais tu sais, il faudrait encore faire ci puis ça, puis on se shoot dans le foot quand on fait ça. Fait que moi je trouve ça vraiment trippant d'avoir entendu ça en perspective, puis on en a parlé un peu à micro fermé avant, mais t'as parlé aussi de le fait d'aller trouver un peu de l'équilibre de vie là-dedans, puis pas trop tomber dans... C'est facile quand c'est ton bébé, c'est ton projet de tout mettre, puis de oublier le reste dans ta vie, tes relations, tes propres entraînements, tout ça. Fait que je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu des moments dans ton parcours depuis que tu as lancé l'entreprise, qu'il a fallu que tu OK, ben là, il faut que je me remette en priorité et pas juste... Mon Dieu! À tous les 2 semaines! Oui, plusieurs réajustements que je cherche encore. Au niveau de l'entraînement comme tel,
je ne savais pas à quel point partir le projet était demandant de tout ton être. Quand j'ai lancé, j'étais vraiment dans une phase yoga, yoga fitness, mais majoritairement yoga. Je m'entraînais quand même beaucoup. Au moment où j'ai lancé, je pense que la première année a été possiblement l'année dans laquelle je me suis le moins entraînée de façon constante. Et après 1 an, j'avais même de la difficulté à m'entraîner sur ma propre plateforme. Et même encore aujourd'hui, ce n'est plus ma source première d'entraînement, pas parce que je l'aime pas de tout mon cœur, c'est que je ne suis pas capable de décrocher. Ben non. Je finissais ma journée, je me reloguais sur ma plateforme, puis là, j'analysais tout. Je prenais des notes. Des fois, j'allais dans le front-end, tout de suite changer des choses sur la plateforme en tant que telle. Ça me rendait un petit peu... ça me rendait dingue, en fait. C'est pas compliqué. Puis c'était pas simple. Non. Puis je ne retrouvais pas le message que je lançais de la beauté de l'entraînement. Et il a fallu que j'aille le chercher un peu ailleurs, honnêtement. J'ai aussi une formation en tant que coach. Et le fitness a comme fait que je suis un peu sortie de l'entraînement à la maison, sur la plateforme. Le fait d'aller en salle, qui n'est pas mon affaire préférée là, à ce jour encore. J'aime le fitness en tant que tel. J'aime pas les salles de fitness. Mais ça me permet de bouger et de rester saine mentalement tout en bonifiant le projet, puis en lui amenant une autre sauce que je peux aussi aller puiser à l'extérieur. Et là, je suis repassée dans ma phase de triathlon. Je suis là-dedans présentement. Je fais du vélo, je nage, je cours, of course. Puis ça aussi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je suis pas juste en train de penser à qu'est-ce qui peut potentiellement aller sur la plateforme. Parce que là, ce que je fais est complètement détaché de ça. Par contre, je l'utilise quand même pour tous mes renforcements du coureur. Je vais chercher les miens parce que honnêtement, je les trouve extraordinaires. Je fais mes étirements via la plateforme aussi, mais c'est toujours un réajustement parce qu'à un moment donné, c'est comme le projet, il t'aspire de partout. Puis moi, j'arrivais pas à rester heureuse en ne faisant que ça. Je te comprends absolument. Puis en dehors de l'aspect entraînement, y a-tu des trucs que tu as développés au fil des années qui t'ont aidé dans d'autres sections de ta vie là, à te garder un peu, pas détaché, là, mais mentally happy dans tout ça? Je suis pas à la base, j'étais pas une grande consommatrice de réseaux sociaux. Je veux dire, comme tout le monde at large, consommation average. Et je me suis mis à en consommer énormément parce que à ce jour, c'est encore moi qui produis mes réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas encore d'équipe, travaille là-dessus. Mais je me suis dit, donc, il faut que je sache ce que mes compétiteurs font, qu'est-ce qui se passe dans le monde du mouvement sur les réseaux sociaux, c'est quoi les trends. Fait que là, je me suis mis à en consommer beaucoup et à voir mes compétiteurs. C'est pas mon mot préféré, là, mais on va dire les autres compagnies du monde du mouvement, ici ou à l'international, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis là, ça m'a comme donné un 2 minutes. Puis là, je me sentais en retard sur tout ce que je voulais faire. Ça a été une partie un peu malsaine. Et, tu sais, quand j'entendais les gens dire « Ah, mais tu peux bloquer ou unfollow », puis j'étais comme « J'ai pas ce problème-là, en guillemets. » Mais finalement, oui. Je te comprends. Comme ça m'éteignait de voir les gens ou les compagnies continuer à évoluer plus vite que moi, alors que c'est pas malsain, au contraire. Puis la plus grande partie de moi est juste contente pour tout le monde qui évolue, mais moi, ça me faisait sentir en arrière. Puis ça me faisait stresser d'un autre niveau. Puis là, je voulais tout faire en même temps. Parce que j'avais l'impression que j'allais manquer le bateau. Si c'est pas moi qui vais le faire en premier, ça marchera pas. Mon projet va, tu sais, ça a spiné beaucoup dans ma tête. Et encore aujourd'hui, c'est un peu difficile de pas se laisser
prendre au jeu de vouloir tout faire. Puis je pense que si je ne suis pas sur les réseaux, je suis comme à côté de la game. Fait qu'il faut que je trouve une façon de comprendre les trends, voir ce qui se passe, mais d'une façon saine. Donc ça, refaire un ménage dans mes réseaux sociaux, ça a été un des trucs pour que je me sente mieux. Et le plus important à ce jour, c'est l'intégration d'une autre personne qui est Marie-Sophie dans le projet Activité physique qui fait toute la différence au monde. C'est d'avoir une associée. Parce que tout seul, pour vrai, il y en a qui réussissent à le faire, là, mais moi, je spinais de tous les bords. Ouais. C'était comme c'est trop. Puis les gens étaient genre, ah ouais, tu vas donner une grosse partie de ton entreprise à une autre personne, ça a quand même une grande valeur, blablabla. Puis à un moment donné, mon chum me dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? J'ai dit, ben, du temps. Pour moi, c'est net clair. Dans la vie, j'aime ça, avoir du temps. J'ai même parti activité physique pour avoir plus de temps. Je suis wow, là, je suis vraiment à l'inverse. Mais là, j'en manquais de partout du temps. Fait qu'il est comme, alors, c'est parfait. C'est un bon move. Si c'est pas de l'argent, c'est du temps que tu veux, tu vas t'en gagner avec une associée. Puis ça non plus, c'est pas facile à trouver. Marie-Sophie, c'est une amie à moi de longue date, puis c'était un long processus, c'est un long processus, mais le fait de pouvoir échanger, de pouvoir diviser la charge et mentale et de temps a fait une énorme différence. Et c'est là où j'ai trouvé le meilleur équilibre à date. Puis, pour revenir à la première partie que tu viens de dire à propos des réseaux sociaux, je pense que tu dois parler à tellement de monde en ce moment en disant qu'est-ce que tu viens de dire, parce que même moi, là, qui ne fonctionne pas dans la même échelle que tu fonctionnes en ce moment, il n'y a rien qui tue ma motivation pour continuer à faire ce projet-là plus vite que d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que en général pour peu importe, mais surtout, tu sais, c'est tellement facile de nos jours de se comparer à qu'est-ce que elle ou lui fait, puis en tout cas, moi je t'entends là-dedans parce que ça m'arrive encore. Et pour échanger avec beaucoup d'entrepreneurs ces temps-ci, on a toujours l'impression que les autres vont mieux que nous. On a toujours l'impression que l'autre est millionnaire, a du temps, puis sa compagnie, elle le vend dans les voiles. Là. Puis honnêtement, c'est pas le cas. Je me suis assis avec aucun entrepreneur ces derniers temps qui m'ont dit « Ah ouais, honnêtement, moi, ça va fucking bien. » Non, parce qu'on est super bon à faire paraître les choses seamless et magnifiques. C'est pour ça qu'on est entrepreneur, ultimement. Mais on l'oublie, ça. Parce que quand on a juste les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde va bien puis qu'on est les seuls à rusher puis ça n'a pas rapport puis qu'on devrait juste fermer notre projet. Mais non. Alors, oui, rassure-toi. Tout va bien, t'es sur la bonne voie. Puis, tu sais, la game, plus je parle, puis je vais même ajouter que qu'est-ce qui m'a aidé à être plus saine, c'est de partager avec les autres. Moi, je suis quelqu'un de plutôt... je suis bien dans mes petites affaires, j'aime bien faire mes choses toute seule. Les premières années, j'échangeais pas tant que ça avec les autres entrepreneurs, j'allais pas tellement de l'avant pour discuter, échanger, même sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux perso, j'en parlais pas beaucoup du projet d'activité physique. Et quand je suis sortie de ma coquille, le fait d'échanger me fait également beaucoup de bien. Puis tu te rends compte que tu as des alliés partout autour de toi, puis aussi que de juste échanger sur la réalité, ça donne des ailes, puis ça enlève aussi beaucoup de pression. Puis tu te fais donner des petits trucs ça et là, puis il n'y a pas si longtemps, une amie entrepreneur me dit « C'est pas juste une affaire de produit ou une affaire d'entreprise ou d'offre, c'est comme, es-tu capable de rester là longtemps? » C'est ça la game. La game, c'est comme, faut que tu restes debout. Quand tu vas réussir à passer au travers,
t'as peut-être même pas le meilleur produit, t'as peut-être même pas le meilleur service, mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Fait que ça, c'est un petit côté, c'est un side entrepreneurial, mais je me rends compte aussi de beaucoup de choses au lieu de juste comme mettre toute mon emphase sur mon produit, mais que dans le fond, j'ai pas les outils pour rester en vie avec un produit magnifique, ça marche pas plus, tu sais. Mm-hmm. Alors, comment je peux trouver la motivation, les outils pour continuer à avancer dans ce projet-là en essayant d'améliorer tout ce que je fais, mais il faut survivre. Puis l'honneur de la guerre est là, ultimement. Absolument. Puis honnêtement, je pense que ça, c'est ma partie préférée du monde du podcast. C'est que où ça va m'emmener, j'ai aucune idée. Hein. Pour c'est un projet de plaisir, je fais pas d'argent avec ça. Tu sais, je le fais vraiment pour le plaisir. Mais je sais pas où que ça peut m'ouvrir, tu sais, les portes que ça peut m'ouvrir dans le futur, who knows. Mais la partie que j'aime le mieux, c'est qu'on peut faire l'échange, right? Il y a des gens avec qui je me suis assise depuis que j'ai commencé, j'ai fait « Wow! Comment j'ai fait pour finir devant eux? En ce moment, j'ai aucune idée. » Puis ça, une grande partie, c'est grâce à vous qui acceptent de venir, là. Mais c'est pour ça qu'on le fait, puis c'est pour ça qu'on les partage, parce que je sais qu'il y a des gens à la maison qui écoutent, qui vont t'écouter, qui vont dire « Hey, mais moi aussi, je suis dans le même bateau. » Puis ils ont peut-être pas partagé comme nous en ce moment, mais ils vont l'avoir entendu. Puis ça, des fois, juste ça va faire une grosse différence, puis ça peut faire du bien. T'as raison. Bravo pour ça, d'ailleurs. Merci. Puis, je veux revenir à ton affaire de Marie-Sophie, puis d'avoir accepté d'avoir un associé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs que ça doit être une étape assez difficile pour eux aussi. Puis, le commentaire qui m'est venu en tête quand tu nous partageais ça, c'était plutôt de dire, à un moment donné, j'imagine que si tu essayes de tout garder ça sur tes épaules parce que tu as peur de laisser ça aller, le visionnement, la partie visionary, I guess, d'un entrepreneur, mais plus le temps vraiment de faire ça là, à côté. Fait que maintenant que tu as un associé, maintenant que ça grandit, c'est quoi, à part ton mental happiness, c'est quoi les choses que ça t'a permis de faire en tant de logistique, de gérer une compagnie puis la développer? C'est clair, ma question? C'est très clair et je réfléchis à une bonne réponse parce que la première chose qui me vient en tête, c'est la bonification du projet en tant que tel. Parce que oui, j'allais chercher un associé pour la logistique, mais la première répercussion, ça a été dans la qualité de l'offre du projet. Ouais. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait d'apporter des idées complémentaires, des visions complémentaires à peu importe le projet. Et Marie-Sophie, elle est absolument dans mon blind side. Toutes les raisons pour lesquelles je m'entraîne, elle s'entraîne pour l'inverse. OK. C'est une fille qui a le mouvement. Premièrement, je dois dire que c'est avec elle que j'ai fait mes premiers cours de yoga dans ma vie. C'est grâce à elle que j'ai fait mon premier triathlon. C'est elle qui m'a beaucoup amenée dans le mouvement. Puis c'est quelque chose qu'on a réalisé un peu sur le tard parce que c'était mon amie, mais c'est vraiment la fille getter qui essaie des choses. Mais elle n'a jamais de plan. Et elle s'entraîne pour le plaisir. Et c'est la personne la plus constante dans l'entraînement que je connais. Moi, si j'ai pas de plan, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je me lève, je sais pas pourquoi j'irai courir, ça ne fonctionne pas. Il me faut un objectif. Je suis absolument inconstante. Tu sais, le nerf de la guerre, pour moi, le mouvement, c'est de le garder constant parce que je pars, moi, vraiment sur une chire, genre, je m'entraîne 6 jours semaine pendant 3 mois, puis après ça, l'automne arrive, puis pouf, là, ça pogne dans l'engrenage. Tout ça. Et Marie-Sophie est beaucoup dans l'inverse, comme je disais, et ça a apporté beaucoup de bienveillance et de douceur au projet, et je pense que beaucoup de gens s'identifient aussi à cette façon-là de s'entraîner. Absolument. Et moi et elle, en tant qu'humains, on a eu beaucoup de conversations sur qu'est-ce qui est une bonne offre d'entraînement, et toutes les intensités plus basses viennent beaucoup d'elle, et c'est un gros highlight sur la plateforme. Et c'est quelque chose que moi, j'ai appris à intégrer à ma routine il y a
pas si longtemps. Moi, le mellow flow du dimanche matin... Je connais pas ça. Ça venait pas me chercher tant que ça. Là. Je suis pas mal plus comme avant. Dans le fond ou pas pantoute. Ouais. Mais la vérité, c'est que ça fait du bien. J'ai commencé à l'intégrer, puis j'aime ça. Puis ça m'a aussi fait réaliser que j'avais une relation avec l'entraînement qui était pas aussi nuancée que je pensais. OK. Parce que si, dans le fond, tu dis que tu t'entraînes que pour ta santé mentale et physique, mais qu'il n'y a qu'une façon dont tu le fais, il manque des subtilités dans le discours. Ça veut pas dire que c'est grave si tu fais que ça. Moi, c'est ce qui me motive. Donc, c'est 75-80% de mes entraînements, sauf que ça m'ajoute beaucoup de douceur et ça m'enlève beaucoup de pression de bouger, even if j'ai pas d'énergie et à petite intensité ou pas longtemps. Alors que j'avais beaucoup le thinking de ben, il faut que ça vaille la peine. Ouais. Pas que ça vaille la peine caloriquement, juste comme que j'ai senti, que j'ai bougé, que j'ai dépensé, j'ai-tu acquis une compétence? Est-ce que j'ai développé quelque chose qui va m'aider à... J'étais beaucoup dans l'optimisation du mouvement, puis je comprenais pas très bien là, ça, genre bouger pour rien. Mais c'est pas pour rien. Puis c'est pas pour rien justement que j'utilise ces termes-là, c'est parce que je disais « mais ça sert à rien ». Mais ce n'est pas vrai, ça sert énormément à faire du bien à ton corps de d'autres façons. Ton corps a besoin, pour être résilient, de bouger de pleine intensité dans plein de directions. Bref, peut-être que je me perds un peu là, dans tout ça, mais ça me ramène au fait que Marie-Sophie a apporté, bonifié énormément le produit, le projet, par sa vision qui est très, très complémentaire à la mienne. Right. Puis, honnêtement, je connaissais pas la plateforme avant Marie-Sophie, fait que je peux pas vraiment comparer. Mais je sais que même moi, dans mon cheminement personnel, là, on n'a pas eu la chance vraiment d'embarquer là-dedans ensemble. Parce que je parle beaucoup, mais c'est pas grave. J'aime ça que ça parle beaucoup. Mais j'ai eu des problèmes de santé assez chroniques dans les dernières années qui ont fait en sorte que justement le go, les gros entraînements, les hautes intensités, mon corps n'est plus capable. Pour le moment, ça va revenir un jour, mais je me suis retrouvée dans une phase où que justement, je suis passée d'une fille qui allait courir puis qui faisait des gros entraînements dans le gym, des hautes intensités, à tout d'un coup, ben là, je suis plus capable, je bougerai pas parce que ça me sert à rien, parce que je suis pas capable de faire ces choses-là. Puis j'ai vu assez rapidement l'impact que ça a eu sur ma santé mentale, juste mon mood, juste mon corps. Tu sais, tu te lèves puis t'as mal partout parce que t'as pas rien bougé. Puis c'est vraiment dans ces moments-là que je me suis rendu compte à quel point même ton étirement de 5 minutes, là, ça vaut de l'or en bord. Puis c'est important. Fait que j'aime ça que tu le dises parce que moi, c'est un message que j'essaie de plus en plus de pousser parce que j'ai vu à quel point I had it wrong. Puis que j'espère que les gens qui écoutent, qui sont des athlètes, qui performent, je vous vois aller, qu'il y a de la valeur d'en faire ces choses-là puis de ralentir la machine. Pas tout le temps, mais que ça a énormément sa place. Fait que ça, pour moi, juste en faisant ma recherche, en apprenant à te connaître, à apprendre à connaître ton contenu, ton offre, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Fait que tu as absolument raison que... Je me suis rendu compte, justement, quand on a commencé à intégrer ça, puis notre quote line avec activité physique, c'est mouvement et récupération, parce qu'on voulait que la partie récupération soit autant importante que la partie mouvement. Puis la réponse à ça est immensément positive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, soit qui l'attendaient, soit qui, comme moi, par exemple, le découvrent, mais c'est absolument une approche qui est là pour rester, dont on parle de plus en plus, parce que l'entraînement, c'est pas un one size fits all. C'est vrai pour la nutrition, c'est vrai pour tout ce qui touche le bien-être et le mouvement. C'est pas une forme de mouvement.
on a tous besoin de choses différentes et on a besoin de choses différentes à des périodes différentes de nos vies et aussi à des périodes différentes de l'année. Ouais. Et je pense qu'on apprend tranquillement à donner aux gens les outils d'écouter ce dont ils ont vraiment besoin. Et là, le mouvement vient en adéquation avec ça, plutôt qu'avoir un plan strict, pas du tout connecté avec ce dont on a besoin psychologiquement ou physiquement, parce que les deux sont importants dans la donnée. En fait, ça crée des relations pas saines avec le mouvement. Et la raison, je pense, ou du moins une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas le mouvement, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur fit, parce qu'ils ont essayé l'entraînement au gym intense 3 fois par semaine. Ouais. Mais il y a tellement d'autres choses dans l'éventail. Puis l'autre chose que j'aime de ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui nous apprend, autant que c'est dans les sports que tu fais quand tu es jeune ou plus tard dans juste ton entraînement, on apprend comment bouger, on apprend comment faire les choses de haute intensité. Mais même moi, je repense à ma carrière de soccer pendant que j'étais à l'école. Il n'y a jamais personne qui m'a appris comment récupérer, right? De faire un warm-up, un cool-down, je ne savais pas c'était quoi, là. Je l'ai découvert sur le tard en faisant mes propres recherches, puis en travers tout ça. Puis j'adore que c'est une des valeurs centrales de ton œuvre. Puis là, je viens de me souvenir d'une question que j'avais tantôt, que j'avais oublié de te poser dans la création de la compagnie, tout ça. On en a parlé aussi à micro fermé tantôt. On a eu une conversation autour du fait que c'est long, right? Il y a une période de temps où tu as un peu l'impression de donner dans le vide avant de voir vraiment the fruits of your labor. Fait que j'aimerais parler un peu de ça, d'expliquer un peu ce qu'on parlait avant, de où ça part, comment tu te sens là-dedans, comment continuer à persévérer là-dedans. Puis, honnêtement, ça a pris combien de temps avant que tu commences à voir justement cette croissance-là? Mon premier commentaire, c'est long. Sachez-le. Si vous voulez vous partir quelque chose, fiez-vous pas aux 2 compagnies que vous avez vues qui ont pris en feu en 2 mois. Regardez l'autre 98% qui travaille fort depuis plusieurs années. C'est long. Moi, on m'avait dit au début, ça va prendre 5 ans. J'étais genre, vous êtes tous tombés sa tête. Je fais pas ça de même dans le beurre pendant 5 ans. Bon, ça va faire 4. Fait que tout le monde, bravo. Tu sais, c'est moi qui étais vraiment dans le champ. Et même, de plus en plus, on me parle de 10, puis je suis comme 10 ans. Mais c'est pas que... C'est ça que je commence à comprendre, que je comprenais pas bien. C'est pas que ça va allumer dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est que là où tu vas atteindre une espèce de stade de maturité, c'est beaucoup plus long que ce à quoi je pense on s'attend. Ce dont on parlait, en fait, c'est que tu te perds un peu à lancer le projet au début parce que tu as un feu, puis tu donnes tout, puis là, tu te rends compte que ce sera pas si facile que ça. J'ai été hyper privilégiée et chanceuse d'avoir des abonnés dès le jour 1. On a lancé, on avait des abonnés. Génial. Après, rien pour me faire vivre, là. Donc, là, tu commences à essayer de développer toutes les stratégies autour de ton produit ou de ton projet pour qu'il s'implante. Et tu apprends à être entrepreneur. Excuse-moi, c'est la majeure partie des entrepreneurs que je connais ne sont pas allés à l'université en business. Ouais. C'est un projet de cœur qu'ils ont décidé de lancer pour faire une différence dans le volet dans lequel ils excellent. Puis, on a, à part les compétences créatives, les idées, puis la destination, tout le reste est appris sur le tas. Puis j'aimerais rajouter que même si tu as fait ton bac en business, t'es pas plus qualifié. Bac en business! T'es pas plus qualifié pour commencer! J'adore. Ça me rassure en plus. Fait que même si t'as un bac en business, ça change rien. Oh là là. Tout à coup, il faut que tu deviennes comme le spécialiste de tout. Puis, je vais parler pour moi, dans mon plan naïf,
rapidement, je pouvais engager des gens. Mais ça, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Puis j'en ai engagé des gens au début en me disant, je vais investir là-dedans, puis tout ça va mousser, puis c'est correct, je vais finir par avoir de l'argent parce que je vais investir dans les bonnes personnes qui vont m'aider à grandir. Mais non, c'est pas ça pantoute, là. Fait que j'ai retiré beaucoup d'affaires parce que c'était pas viable que j'ai autant de pigistes. Puis là, tout à coup, il fallait que ce soit moi qui fasse les choses. Mais genre, je suis pas bonne dans tout, là. Ouais. Puis il y a des choses qui, foncièrement, ne m'intéressent pas. Puis quand même, tu me placardes que telle affaire est tellement importante. Tu sais, moi puis les chiffres, là, c'est pas ton truc. C'est basic, je comprends la base de la comptabilité, mais comme, quand tu rentres dans les détails, c'est tough. Mais Marie-Sophie, trouvez-vous une Marie-Sophie, m'a beaucoup aidée aussi dans ces plans-là administratifs qu'elle aime, dans lesquels elle est compétente. Mais tout ça prend du temps, puis aussi, tu te perds. Je connais personne qui s'est pas un peu perdu en cours de route. Tu fais comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je suis dans une tempête, ça n'a pas rapport. Et tout à coup, t'es genre, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux une plateforme d'entraînement en ligne. Ce qui est pour l'instant, genre, 1% de mon quotidien, c'est parce que ça marchera pas. J'ai pas tout abandonné, puis je fais du bénévolat depuis 4 ans pour même pas faire ce que je veux. Fait qu'il y a beaucoup de remises en question sur ce petit chemin de vie-là. C'est pas pour être négative, au contraire, c'est juste réaliste. Toutefois, je ne suis pas l'entrepreneur qui a un profil de genre, je travaille 14 heures par jour. Non. Je travaille beaucoup. Il y a eu des périodes plus occupées que d'autres, mais comme je me tuerai pas pour ce projet-là. Ça, c'est assuré. Puis j'adore que tu dis ça parce que c'est probablement pas la première fois qu'on t'entend parler de ça, là, mais on vit. Je pense qu'on est en train de s'en sortir, là, mais le monde du hustle culture, puis de justement je pense qu'on glamorise beaucoup justement le hustle, puis d'être occupé, puis la vie d'entrepreneuriat comme une affaire de foufou, que c'est rien que ça que tu fais pendant ta journée au complet. Là. Fait que je suis tellement contente que tu nous dises que ça n'a pas besoin d'être ça. Je suis pas capable. Honnêtement, j'aurais pas survécu. Dans les périodes où il faut que je travaille très intensément plusieurs jours d'affilée, semaine, si je viens comme je perds toute connexion, ça ne fonctionne pas. Donc, non, je travaille pas 14 heures par jour, 7 jours par semaine pendant des mois. Puis oui, je connais des gens qui font ça. Puis oui, à un moment donné où tu te dis, ben, je vais faire planter ma compagnie parce que je travaille pas assez. Il y a trop d'affaires à faire. Puis je suis en arrière. Puis là, ça s'ajoute à la spirale de réseaux sociaux. Je veux dire, tout ça, c'est un grand château. Mais si je veux qu'il dure, il faut que moi, je dure. Fait que ça a été ma solution. C'est genre, il faut que je reste saine mentalement. Il faut que j'ai le goût de faire ça. Puis au bout de la ligne, la vérité, je le fais pour quelques dollars, même pas les premières années. Fait que le quoi? Tu sais, ça... Pour moi, ça résonnait pas du tout. En étant beaucoup mieux mentalement, en ayant du temps pour réfléchir créativement et aussi business-wise, je peux prendre des meilleures décisions dans toutes les sphères. Personnelles, professionnelles, on n'a pas tant parlé de ça, mais avant de partir l'entreprise, j'étais quelqu'un de quand même présente et attentionnée avec les gens autour de moi. J'oublie pas une fête, j'oublie pas un cadeau, je sais c'est quoi ta boîte de chocolat préférée, tu sais. Puis dans les 2 années après le lancement d'activité physique, puis je peux dire qu'encore aujourd'hui, je suis pas tant revenue, tout ça a flanché. Genre, excuse-moi, c'était ta fête il y a 2 semaines, je t'ai oublié, je t'ai pas écrit, fallait que je t'appelle, je t'ai pas appelé. Comme tout mon cerveau allait dans le projet et je détestais être cette personne-là. Et je me suis dit, je ne serai pas cette personne-là, n'en tienne qu'à moi. Puis s'il faut que je sois cette personne-là pour avoir un projet, je veux pas de projet. Ça, c'est sûr. Fait que ça aussi, c'est une balance que j'essaie de retrouver pour être présente mentalement pour les gens que j'aime, être la personne attentionnée que je pense que je suis.
et aussi avoir un projet, puis marier les deux, mais pas un ou l'autre. Right. Non, j'adore ton histoire, j'adore ton approche. Puis c'était justement, je t'en avais parlé avant, mais c'était pour ça que je voulais venir m'asseoir avec toi aujourd'hui, parce que je savais que t'allais pas me sortir un discours de « Non, là, il faut pas sortir tes heures de travail, puis let's go, puis c'est juste ça. » Puis c'est la partie que j'adore, puis c'est la partie que j'espère que les gens vont ramener avec eux, c'est de se dire que tout est possible, mais t'as pas besoin de tout sacrifier comme on peut le penser pour atteindre ces objectifs-là. Oui, ça va peut-être être plus slow. Oui, ça l'arrivera peut-être pas tout de suite, qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Oui, mais que c'est pas... Oui, tu sais, je me souviens pas de l'adage parfait, mais il me semble que c'est genre travaille pas plus, travaille mieux. C'est comme ça que je pense que Marie-Sophie et moi, on arrive à prendre des bonnes décisions pour l'entreprise et pour nos vies personnelles et de s'aider à prendre ces décisions-là aussi à deux. Des fois, honnêtement, toi-même, t'oublies que tu veux pas être cette personne-là parce que tu finis par spinner dans ton entreprise puis t'as l'autre personne qui dit « Hey, tu sais quoi? Ça va être correct. Prends 2 minutes. Va t'entraîner, va prendre une marche, va rien faire, écoute Netflix, c'est terminé, tire la plug. » OK, merci. Parce que des fois, tu as besoin de quelqu'un pour te le rappeler aussi. Oui, non, absolument. Puis là, tu me diras si c'est une question un peu trop pointue, là, c'est pas trop grave, mais je pense que... Si tu veux mes chiffres, je les connais pas toutes par cœur. Non, je veux pas tes chiffres. Je veux pas tes chiffres, mais j'aimerais parler un peu de l'aspect finance du truc parce que je sais que, du moins, moi, personnellement, autant que ça soit pour le podcast ou le projet que j'ai essayé et pas lancé, que il y a quand même un stress financier qui vient avec gérer sa propre entreprise. Puis souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la phase où il y a quelque chose qu'ils aimeraient vraiment commencer. Ça demande qu'ils mettent du temps à temps plein dessus, mais que là, ils se trouvent dans une situation où que, ben là, si je laisse ma job financièrement, je vais faire quoi? Ça a été quoi I guess, ton approche à ça? Y a-tu des trucs? Comment tu t'en es sortie? Ben, je vais être super transparente. J'ai encore mon emploi de styliste à la pige qui me permet d'avoir des revenus. Puis ça, je veux jamais le cacher. Puis je veux jamais que les gens pensent que ça va très bien, que je suis millionnaire présentement à faire activité physique. Ce n'est pas le cas. Quand j'ai commencé à parler du projet, j'ai rencontré les institutions financières. Tout le monde me disait « Faut que tu fasses ça à temps plein, sinon ton projet va pas marcher. » J'étais comme, OK. Je sais pas, le gang, comment vous pensez? Tu sais, je l'ai lancé le projet à 31 ans, 32 quasiment. J'ai pas 21 ans, j'habite pas chez mes parents, j'ai déjà des engagements financiers, je suis prête à faire des choix, bien sûr, mais comme, je m'en vais pas dans la rue là, pour partir mon projet. Ouais. Ça fait pas partie des cartes. C'est sûr que ça redemande une espèce de structure. Moi, avec mon chum, on s'est rassis ensemble. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible? Comment il peut m'épauler? Bon, oui, il y a une perte financière, mais j'ai gardé quand même un revenu parallèle. Activité physique a été lancée il y a 3 ans et demi. Je me suis donné une petite somme d'argent pour la première fois cette année. Que ce soit bien clair. Et ça me fait pas encore vivre. Et aux personnes qui me disaient ou qui me disent encore qu'il faudrait que je lâche tout puis que je fasse ça à temps plein, excuse-moi, je fais ça pas mal à temps plein. Et présentement, dans les scénarios, ça vaut pas financièrement que je lâche ma job. Et je pense sincèrement que si j'avais lâché ma job, j'aurais pas été capable de survivre. Non. Ben non, c'est clair. Puis j'aurais fermé le projet. Ben oui. Faut que je mange, puis faut que, comme, mentalement, pour chaque personne, les seuils de revenus dans lesquels on est bien, c'est différent, puis ça appartient à chacun. Moi, il faut que j'aie une petite liberté d'aller me prendre un café ici et là. Je pouvais pas, comme, tout mettre all-in sur ce projet-là. Je ne suis pas comme ça. Je n'aurais pas été heureuse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons de partir une entreprise et que c'est la tienne dans laquelle tu es bien, qui fait du sens pour toi, qui est la meilleure. Et, tu sais, tout à l'heure, on disait
il faut que tu trouves la façon d'être là le plus longtemps possible. Ben pour moi, c'était d'avoir 2 emplois. Et j'ai quand même de la chance. Styliste, c'est contractuel. Donc, je prends un contrat à la fois. Des fois, j'en ai pas pendant un mois. Des fois, j'en ai plusieurs condensés. Donc, ça me permet quand même de pouvoir bien travailler sur le projet. Le fait d'être 2 aussi aide beaucoup à ça. Le projet demande des fois d'être présent à un moment précis, mais sinon, ça se travaille le soir, le week-end, le matin, tu sais. Oui, c'est flexible. C'est flexible, et moi, c'est un style de vie que j'aime. Aussi, il faut faire attention à ça, mettre sur papier qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. J'étais déjà travailleur autonome, avoir un horaire tétriste, j'aime ça, je suis bien là-dedans. Si toi, tu as besoin d'être structuré dans un 9 à 5, c'est sûr, c'est plus difficile. Ouais. Mais c'est comme ça que moi, j'aborde mon entreprise et mon projet, et c'est comme ça qui fait du sens pour moi. Après, l'entreprise a généré des revenus, des beaux profits, c'est juste qu'on a décidé de le remettre dans l'entreprise pour continuer à la faire grossir. Encore une fois, c'est des choix qui sont personnels. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, je pense. Fait que là, en ce moment, premièrement, merci d'avoir partagé ça. Hein. Plaisir. Puis, fait que là, dans ta semaine, tu dirais, juste parce que je suis curieuse d'avoir une idée, tu t'estimes que tu mets à peu près combien de temps dans ton emploi de styliste versus activité? C'est dur à dire à la semaine parce que là, tu vois, on enregistre ça, on est l'été. Le styliste, moi, je fais beaucoup de plateaux. Tous mes clients sont en vacances. Fait que ça fait au moins 4 semaines que j'ai pas fait de styliste du tout, que je suis 100% sur activité physique. Mais là, le début de la saison va recommencer. Puis tu vois, là, j'ai des clients 1 par semaine pour le prochain mois. Donc, c'est 1 journée et demie par semaine sur lequel je mets du stylisme, 1 journée et demie à 2. Et encore une fois, tu sais, styliste, c'est du shopping, c'est des essayages. Fait que des fois, je vais faire activité physique le matin, shopping l'après-midi. Fait que, tu sais, c'est dur de dire un nombre d'heures par semaine, mais si je l'étends sur toute l'année, je dirais peut-être que c'est 1 journée et demie de styling pour 3 jours et demi d'activité physique, à peu près. Puis tu prends quand même du time off dans tout ça. Plein de time off. Puis honnêtement, tu sais, hier, je sais pas, je te donne un exemple, j'ai fini à 7 heures de travailler. Mais j'étais sur un bon flow, je me sentais pas pénalisée, c'était parfait. Ce matin, j'avais toi qui s'en venait, j'avais des fois des genres de journées où on dirait que t'es en ligne des rendez-vous, tu peux pas être super productif. J'avais pas un gun sur la temple aujourd'hui, tu sais. Je me suis levée à 8 heures, j'ai écouté les Olympiques avec mon chum, j'ai fait un smoothie, j'étais allée faire mes petites commissions. Fait que c'est pas non plus comme go, go, go parce que j'ai fini la veille à 7 heures, que je travaille 14 heures par jour. C'est plus, si un bon flow, j'y vais. Si le flow est cassé, j'y vais pas. Je rentre mes choses un peu comme ça. Non, j'aime ça. Tu me parles. Yeah! Moi, je suis nouvelle dans le monde du 9 à 5. Puis j'aime pas ça. Ah oui, t'as une job présentement plus structurée. Plus structurée aussi. Ben, tu sais, j'en parlais un peu avec justement mon chum l'autre jour. C'est quand même drôle parce que tu sors, oui, du high school dans mon cas, puis tu rentres à l'université, puis veux pas, l'université en soi, c'est très flexible comme horaire, dans le sens que oui, tu as tes cours, mais au-delà de ça, tu organises ton temps pas mal comme tu veux. Puis tu es là pendant 3 à 4 ans, dépendamment du programme. Tu prends un peu goût à ça, puis là, tout d'un coup, de retomber dans quelque chose qui est genre, OK, ben il faut absolument que mon cerveau soit focus de 9 à 5 jours par semaine. Moi, c'est pas évident. Toutes les optimisations de l'entrepreneur qui travaille chez lui 101, là, genre faire tes plages horaires, 45 minutes on, 15 minutes, tout ça, ça ne fonctionne pas. J'ai tout essayé, honnêtement. La seule affaire qui marche, c'est une to-do, là, approximative avec des feux à éteindre, puis je me gère de même. Puis habituellement, plus le feu est fort, plus je suis efficace. Ouais. Puis ça ressemble un peu à ça. Oui, je me fais un plan parce que bien sûr, il faut que je sois un peu structurée, mais j'ai jamais eu d'emploi styliste, j'ai toujours été travailleur autonome, fait que j'ai fait mes journées comme je pensais pouvoir bien les rentrer, puis j'y vais avec, comme je disais, mon flot d'énergie, fait que
à un moment donné, quand j'ai lancé, puis que là, j'étais genre, OK, aujourd'hui, je travaille devant mon ordinateur. Ça, c'était très nouveau parce que styliste, honnêtement, t'es jamais devant un ordi. Ouais. Et là, je suis beaucoup devant un ordinateur. Puis là, j'essaie de me faire des journées de bureau. Puis là, je mettais mon cadran. Puis là, je me changeais pour m'habiller pour travailler chez... Non, c'est tout un personnage qui n'a pas du tout fité avec moi. Puis ça marche pas. Fait que ça va être comme ça va être. Puis c'est ça qui est ça pour moi, tu sais. Ah non, j'aime ça beaucoup. Puis je suis curieuse, c'est pas partout on subject, là, mais l'affaire de styliste, c'est avec des compagnies ou c'est avec des gens, genre, quelqu'un pourrait t'appeler « Hey, j'ai besoin d'un styliste ». C'est avec des artistes, des animateurs télé, des animatrices télé majoritairement. OK. Fait que je fais pas du perso. OK. C'est cool, je trouve ça cool. C'est la première fois que je rencontre ça. J'adore ce métier-là aussi, puis je reviens un peu à ce dont on parlait, de devoir délaisser un autre métier ou une autre passion pour se dédier 100% à notre entreprise. Moi, ça me nourrit encore d'être styliste énormément. Puis ça nourrit donc quelque part mon projet à plein de niveaux. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme « Ah oui, dans tant de temps, je vais faire le saut. » Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire le saut puis je vais faire juste activité physique, mais je ne ressens plus cette pression-là de devoir faire un choix parce que les deux m'apportent, puis les deux apportent... C'est des projets différents, puis les deux se nourrissent. Puis moi, je deviens une autre personne, une nouvelle personne à travers ce chemin-là. Puis pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et puis en même temps, je veux dire, d'un point de vue, genre, on a parlé beaucoup de la pression qu'on peut se mettre parce que « rides on you, baby », you know. Genre, il n'y a pas personne, là, Thomas et Sophie, mais ça reste que ça run avec toi. Ben, en ayant quelque chose d'autre à côté, ben ça met un peu moins de pression sur le projet. Puis, tu sais, j'imagine même pas si t'étais tout le temps. Puis, c'est pas pour dire que tu l'es pas du tout, parce que je suis sûre qu'il y a une partie de toi qui l'est. Mais si c'est absolument juste ça que t'as, financièrement, ou projet, ou carrière, ou whatever, puis que là, il faut absolument... Tu prends des décisions, des choix en fonction de ces choses-là, mais t'as moins d'espace pour... avoir du fun avec ce que tu fais. Ça apprend beaucoup sur qui tu es dans ce contexte-là. Et moi, même si c'est quelque chose que je savais, mais c'est quelque chose que j'ai pu confirmer, je ne fonctionne pas sous la pression. Il y en a que tu leur donnes une pression incroyable, là, du genre, t'as plus de job, t'as plus de revenus. Go! La personne est comme, génial, je te pars une entreprise, je trouve toutes les solutions. Moi, je suis comme... Genre, il n'y a plus rien qui fonctionne. Yeah. Je suis genre, prenez ma compagnie, prenez tous mes vêtements, je sais plus quoi, tu sais, prenez ma maison. J'ai plus aucun outil, on dirait. Donc, il me faut de la liberté, puis il me faut de l'espace mental. J'ai essayé cette petite partie de pression-là, je suis complètement dégueu, pas bonne. Je deviens bonne à rien. Fait que pour moi, ça fonctionne pas. Mais ça peut être très bon pour quelqu'un qui, encore une fois, fonctionne très bien sous la pression. Tu les mets dans un contexte qu'il faut qu'ils se débrouillent, là, les choses se passent. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Non, absolument. Puis, à la base, on revient à un des gros thèmes de What Moves You. En fait, je réalise que je t'ai pas vraiment expliqué pourquoi j'ai choisi ce nom-là, mais un des gros thèmes, justement, c'est que moi, à travers cette belle expérience d'entrepreneuriat, de problèmes de santé, tout ça, j'ai vraiment été obligée de me poser la question, tu sais, what moves you pour moi? Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être qu'est-ce qui te donne le goût de bouger, qu'est-ce qui te motive, mais à la base, c'était vraiment, c'est quoi qui te donne le goût de te lever le matin, right? C'est quoi qui te drive? C'est quoi qui t'allume? Puis va chercher ça, puis donne-toi la peine de t'apposer la question, parce que je pense que pour moi, anyway, c'est très facile d'embarquer dans la routine, puis de... Ah, ben, tu sais, ça va. It's average. It works, you know? Mais it could be so much better. Puis de se donner la peine, que ça soit dans des moments très bas ou que là, ben, il faut que tu t'en sortes ou que, ben, tu cruises puis t'aimerais ça voler, right? Genre, de se donner la permission, d'apprendre à se connaître, mais pour de vrai. Puis d'après ça, se poser les questions difficiles. Puis, tu sais, ça vient tout bien finir, mais... Tu as parlé au début de tu savais pas c'était quoi ton why, right? Puis tu n'auras peut-être jamais la réponse précise, exacte, parfaite, parce que ça l'évolue, puis c'est supposé évoluer. Mais au moins, tu t'es donné la peine de te poser la question.
autant niveau entreprise que personnel. Puis ça m'amène parfaitement à ma dernière question du podcast. Le podcast s'appelle What Moves You. Je viens de t'expliquer un peu c'est quoi. Fait que pour toi, perso, Chanel, c'est quoi qui te move? C'est une parfaite question qui vient à point avec quelque chose que j'ai vécu cette semaine et qui m'a reconnecté avec moi, avec le mouvement, avec le projet. Et c'est le sentiment tellement important d'être fier de soi. Et j'ai la chance de pouvoir me mettre en danger dans plein de sections de ma vie. Et je suis capable maintenant de dire que l'endroit où je me sens le plus compétente et fière de moi, c'est dans le mouvement. Plus spécifiquement, la course à pied. Pas parce que je suis une grande coureuse, juste parce que je sais pas pourquoi ça ignite quelque chose quand j'arrive à faire mes courses. Je me sens tellement forte. Puis ça, c'est juste moi par rapport à moi. Et c'est le seul endroit où je peux vraiment sentir ça. Où je trouve que le mouvement nous permet de connecter tellement profondément avec nous-mêmes parce que il n'y a que nous qui peut impacter ce qu'on fait. Puis moi, ça me fait du bien, un bien fou parce que il y a personne qui me dit quoi faire, comment le faire. Bien sûr, je suis guidée, bien sûr, je suis épaulée, mais pendant que je bouge, c'est moi toute seule, avec mon cerveau, avec mon corps, et je peux me sentir hyper fière de où je suis pendant que je fais ce que j'ai à faire. En termes de mouvement général, comme je dis, pour moi, je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est vraiment en course à pied parce qu'il y a un moment donné où mon heartbeat, il fonctionne autant que mes jambes puis que mon cerveau, puis là, il y a comme une connexion qui se passe et c'est pas long, puis c'est pas tout le temps. Parce que des fois, je veux aller vite, mes jambes suivent pas, des fois, mes jambes sont là, j'ai pas de souffle, mais quand les astres s'alignent, là, je me sens fière et compétente. Puis c'est ça, moi, mon why, c'est d'aller chercher ma confiance en moi, ma fierté personnelle au travers de moi-même. Et pas au travers de ma job, pas au travers de mon chum, pas au travers des autres, pas au travers d'activités physiques, dans le sens où les projets entrepreneuriaux, c'est grand, c'est beau, ça nous fait grandir, mais je ne me définis pas que par ce projet-là. Ça, c'est très important pour moi. Si un jour ça a à partir, ça partira. Ça va être une partie de moi, assurément, mais ce n'est pas tout de moi. Et j'aime sentir que j'ai plein d'outils à l'intérieur pour être bien avec moi-même. Puis ça, je vais le chercher beaucoup par le mouvement. Absolument. Puis j'hésite de continuer à parler parce que c'est tellement beau. Je vais pas gâcher tout un podcast de 3 heures. Mais j'aurais juste rajouté que j'aurais pas pu mieux le dire, mais que si t'es pas bien avec soi-même, toi-même, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, il y a rien d'autre qui va avancer. Complètement. Puis je suis très honorée d'être assis puis d'avoir eu la chance d'écouter tout ton parcours. Merci pour ton authenticité. C'est rare, les gens qui sont aussi transparents, ouverts, mais je pense que ça m'en prend. Merci de ton temps, merci d'être là. Puis... Merci de donner l'opportunité aussi de nous exprimer et moi, plus personnellement, d'avoir pu donner ma vision de l'entrepreneuriat, du mouvement aussi et de ce qui est important à travers le mouvement, qui n'est pas ce que l'industrie tente de nous vendre. Absolument.